Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on adore, vous le savez, en France, fonctionner avec des plans. On a des plans d'épargne en action, on a des plans ceci, des plans cela. Il y a un outil qui a surgi dans notre monde patrimonial il y a maintenant quelques années. C'est le fameux PER, le plan d'épargne retraite. Et on va essayer de vous en proposer, comme on le fait régulièrement avec lui, une forme de fiche pratique. Notre invité, c'est Yann de Florenne. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous Modo Patrimoine. Et avec vous, voilà, on essaye d'être pratico-pratique, de faire une petite fiche. C'est le PER qu'on met en avant aujourd'hui avec, presque un sous-titre qui a été repris d'un de vos posts LinkedIn. Si t'as pas ton PER à 30 ans, c'est que t'as raté ta vie patrimoniale, c'est ça? Donc, on va essayer de voir pourquoi peut-être effectivement dès le début de sa vie patrimoniale, c'est intéressant de regarder et de souscrire à ce fameux PER. D'abord, on le repose, ce PER, c'est quoi brièvement? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que ce plan d'épargne retraite? Le plan d'épargne retraite, c'est une enveloppe fiscale. C'est un produit d'épargne qu'on ouvre en général auprès des compagnies d'assurance. Et l'objectif de ce produit d'épargne, il va être double. À la fois optimisation de son épargne, mais aussi optimisation fiscale, via la diminution de l'impôt sur le revenu. Et il commande en fait à lui tout seul tous les anciens plans qu'on avait, les articles 83, les PERP, les ceci, les cela. Vous nous parlez beaucoup de fiscalité, et effectivement, de toute façon, et on va le voir dans la suite de l'émission, la fiscalité, c'est un peu au cœur de la vie patrimoniale française. Quels sont finalement ses avantages fiscaux? En quoi est-ce que justement on fait travailler son épargne tout en rognant sur ce que l'État nous prend? Enfin voilà, dites-nous un petit peu, détaillez-nous un peu les aspects fiscaux de ce plan. Alors, double objectif, on l'a vu, optimisation de l'épargne, optimisation fiscale. Au niveau de l'optimisation de l'épargne, déjà, quand on investit son argent, le but final, c'est de faire travailler son capital. C'est que celui-ci nous génère des intérêts, plus que s'il dormait sur des comptes courants. Le rendement d'un PER va dépendre principalement de ce qu'on va y mettre à l'intérieur. Et à l'instar d'une assurance vie, quand on place son argent sur un PER, ça va être dispatché entre, d'un côté, le fonds euro et de l'autre, les fonds en unité de compte. Donc, c'est cette allocation dont va dépendre le rendement. Donc, en fait, ça veut dire que quand on aborde le PER, il faut finalement avoir son dictionnaire d'assurance vie dans la poche pour se dire, tiens, je vais retrouver des mots en commun. Exactement. Et je vous redirige vers une de nos anciennes interviews pour le guide pratique de l'assurance vie, mais en termes de composition d'allocation, on peut très bien retrouver les mêmes fonds au sein d'une assurance vie et au sein d'un PER. Mais là où ça va se différencier, comme vous l'avez dit, c'est au niveau de la fiscalité, notamment la fiscalité à l'entrée. Lorsqu'on verse de l'argent sur un plan épargne retraite, on va pouvoir le déduire de son revenu imposable. Exemple très concret, on va prendre un actif célibataire sans enfant, donc une part fiscale qui déclare 50 000 € imposables. Il est dans une tranche marginale d'imposition, TMI, de 30%. La TMI, ça aura son importance pour le PER, on le verra par la suite. Si ce contribuable verse 10 000 € sur son PER, c'est 10 000 € qu'il va déduire de son revenu imposable et au lieu d'être imposé sur 50 000, il va être imposé sur 40 000. Donc c'est 10 000 € en moins. Un bon cadeau. 10 000 € en moins imposé à 30%, donc une économie fiscale de 30%, donc de 3 000 €, pardon. Admettons maintenant que ce contribuable, il déclare 100 000 €, il passe dans la tranche à 41%, la partie la plus fortement imposée de son revenu est à 41%. S'il fait un versement de 10 000 €, cette fois-ci, c'est non pas une économie de 30%, mais de 41%. Donc, ça lui génère une économie d'impôt immédiate de 4 100 €. La conclusion à retenir, c'est que plus sa tranche marginale d'imposition est élevée, plus la rentabilité du PER va être, la rentabilité fiscale du PER va être importante. Voilà donc pour le fonctionnement de cette fiscalité. On verra, parce qu'après, il y a les questions de sortie, etc. Et on y reviendra, bien évidemment. D'abord, vous nous l'avez rappelé, même type de fonctionnement que l'assurance vie, on y choisit ses UC ou son fonds euro, enfin bref, les supports dans lesquels on investit, c'est au choix, là. Exact. Après, encore une fois, on va le voir, tout dépend de l'assureur ou de la compagnie avec laquelle on va ouvrir son PER. Mais effectivement, il y a d'un côté le fonds euro. Donc là, c'est la partie garantie de votre capital. C'est l'assureur qui garantit le capital.
Et vous mettez 10 000 euros sur un fonds euro, vous êtes sûr et certain que dans 10 ans, vous aurez à minima 10 000 euros. Les fonds euros sont principalement composés d'obligations d'État. Donc c'est pour ça que lorsque les taux d'intérêt sont bas, la performance du fonds euro est faible. Et inversement. Petit exemple, 2021, lorsque les taux étaient très bas, on empruntait 1%. Le rendement moyen des fonds euros sur le marché, on était entre 1,1 et 1,2%. 2024, on empruntait entre 3 à 3,5. Les taux d'intérêt, le rendement du fonds euro oscillait à peu près entre 2,5 et 2,6, voire même certains qui ont fait plus de 4%. Parce que ça a noté, chaque PER peut posséder son propre fonds euro. Ça dépend de l'acteur avec lequel on bosse. Et à côté de ça, la règle de base, c'est le rapport rendement-risque. Là, on est sur du capital garanti fonds euro, donc la rentabilité ne va pas forcément être en rendez-vous. Si on veut aller chercher un peu à booster la performance dans son PER, c'est là qu'il va être pertinent de regarder la partie unité de compte. Donc là, on est sur des actifs financiers qui sont soumis à la volatilité et à la fluctuation des marchés financiers. Mais la contrepartie de cette prise de risque, c'est qu'on est potentiellement sur des rendements illimités. Et si on travaille avec des assureurs qui ont une architecture ouverte, qui permettent d'aller piocher dans toutes les UC disponibles, on va pouvoir aller sur le marché de la bourse, des actions, de l'immobilier, private equity, intelligence artificielle, la santé pharmaceutique, etc. On peut vraiment avoir une allocation ultra variée. Donc il faut bien choisir, entre guillemets, son assureur. C'est important. Si en tout cas on a ce goût du risque, enfin voilà. Si on a ce goût du risque, oui, effectivement. Juste, on est sur un produit retraite et dans la mémoire patrimoniale, parce qu'on parlait du PERP, des articles 83, etc. au début, il y a toujours un petit goût mi-amer en se disant ouais, mais si je mets les doigts là-dedans, je suis bloqué, c'est un produit tunnel, voilà. Comment ça se passe ? On est bloqué, on peut sortir quand on veut, il y a des cas, comment ça se passe ? Effectivement, jusqu'à présent, on a vu tous les avantages du PER, optimisation de l'épargne, optimisation fiscale, mais bien sûr, on est en France, il y a des contreparties, le produit magique, il n'existe pas. Là, effectivement, on est sur un produit qui va être bloqué jusqu'à, comme son nom l'indique, la retraite. Il y a des cas de déblocage anticipé, soit l'achat de sa résidence principale, soit, un peu moins agréable, un accident de la vie. C'est ça. Généralement, les cas de déblocage anticipés sont pas très sympas. Ouais, c'est effectivement. Donc ça, c'est les 2 cas de déblocage anticipé. Si on attend jusqu'à la retraite pour débloquer l'argent de son PER, il y a une fiscalité qui va s'appliquer. Et elle va dépendre de la manière dont on sort son argent. Soit sous forme de capital, soit sous forme de rente viagère. Si on décide de sortir l'argent sous forme de capital, une somme en un coup, ou étalée sur une durée, là, va y avoir une distinction de la fiscalité entre les primes qu'on a versées et les intérêts qui auront été générés. Les primes versées, ce que nous, on a versé tout au long de notre vie sur le PER, ils vont être resoumis à notre tranche marginale d'imposition au moment du retrait, 11, 30, 41%. Et la plus-value générée, les intérêts générés, eux, vont être soumis à la flat tax de 30%. Ça, c'est pour une sortie en capital. Si on décide de sortir en rente viagère, de faire des versements identiques de manière mensuelle, là, l'ensemble de l'épargne de votre PER, à la fois les primes versées et les intérêts générés, vont être soumis à votre tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux. D'accord. Donc c'est pour ça, le jour où on décide de sortir l'argent du PER, super important de faire une simulation pour voir quelle est, d'un point de vue fiscal, la solution la plus pertinente. Il y a une espèce de légende urbaine qui parcourt la sphère patrimoniale et qui dit en gros, il faut perdre 2 tranches entre le moment où on a souscrit et le moment où on va ressortir. C'est ça à peu près qu'il faut avoir en tête ? Alors, oui et non. J'ai toujours entendu ça aussi, mais je suis pas d'accord. Et je l'ai posé avec les chiffres. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais un petit peu provocateur en disant qu'il faut absolument, en hommage à Jacques Séguéla, si on n'a pas de PER avant 30 ans, on a loupé sa vie. Pourquoi ? Et on va le voir à travers des exemples. C'est que, oui, effectivement, si on a la même tranche d'imposition au moment de la sortie que lorsqu'on a versé, effectivement, c'est d'un point de vue fiscal, ça peut sembler être une opération blanche. Oui. Pour autant, il ne faut pas oublier que ça reste aussi un produit d'épargne. Bien et sûr. qu'entre-temps, le but, c'est que ça ait généré des intérêts. Alors dites-nous pourquoi, parce que bon, ça c'est un mantra, s'occuper de sa retraite le plus vite possible, le plus tôt possible, ok. Mais pourquoi justement ce plan d'épargne retraite, il faut l'ouvrir le plus tôt possible, enfin voilà, pourquoi à 30 ans il faut avoir un PER ? Alors, juste avant ça, quelques petits points de vigilance. Déjà, premièrement, il faut bien vérifier qu'on paye l'impôt sur le revenu, oui. Premièrement. Et deuxièmement, je dirais même qu'on ait au minimum une TMI, tranche marginale d'imposition,
à 30%. D'accord. Si on n'est qu'à 11%, on verse 10 000 euros sur un PER, ça nous ramène que 1 100 euros d'économie fiscale. Versus quelqu'un à 41%, il fait ce même versement de 10 000 euros, il aura gagné 4 100 euros. Donc déjà ça, la rentabilité fiscale est importante. Deuxièmement, comme on l'a vu, il faut être prêt à immobiliser son capital sur du long terme. Qui plus est, quand on a 30 ans, si on n'a pas la retraite ça sera dans 35 ans, il faut être prêt à immobiliser cette somme. Donc il faut avoir ça en tête. Pour autant, pour moi, l'âge ne doit pas être le critère premier pour investir sur un PER, mais on doit s'attacher beaucoup plus à l'épargne de précaution. J'ai beaucoup plus de facilité à conseiller l'ouverture d'un PER à un actif de 30 ans, célibataire, sans enfant, qui a de l'épargne de précaution, qui est en capacité de mettre de l'argent de côté tous les mois, plutôt qu'à un actif de 55 ans, certes beaucoup plus proche de l'âge de la retraite, mais qui a par exemple 3 enfants à charge, qui n'a pas forcément énormément d'épargne de précaution, qui a des projets à court moyen terme et surtout qui a du mal à mettre de l'argent de côté. Donc pour moi, l'épargne de précaution, son épargne disponible immédiatement sur des livrets doit être le point d'intention principal avant l'ouverture d'un PER. Mais on a toujours tendance à chercher la formule gagnante en se disant est-ce que il faut que je souscrive tel produit parce que je vais mettre un gros versement parce que j'ai touché une prime ou un héritage ou ceci, cela, ou est-ce qu'il faut que je prenne un peu comme je paye mon téléphone portable, un abonnement et que chaque mois je mets un petit peu d'argent sur tel produit. Enfin, le PER, il fonctionne comment vis-à-vis de ça? Il vaut mieux arriver une fois cash avec un gros versement ou c'est en faisant des petits versements réguliers que on fait que les petits ruisseaux font des grosses rivières? Quel conseil on peut donner un petit peu? Alors, sur un PER, comme à l'image d'une assurance vie, il est totalement possible de soit faire des versements en une seule fois, one shot, soit de mettre en place des versements mensuels tous les mois. Pour autant, ça c'est un conseil que je donne moi en général à mes clients, autant sur l'assurance vie ou même d'autres produits, je n'hésite pas du tout à conseiller la mise en place d'un versement mensuel. Sur le PER, j'ai plutôt tendance à conseiller le versement one shot et en général vers la fin de l'année. Parce que ce qui est intéressant, c'est de calibrer le montant versé sur le PER en fonction de ce qu'on compte déclarer. En général, la première partie de l'année, janvier, février, mars, on n'a pas encore une visibilité sur le montant qu'on va déclarer sur l'année N. Donc c'est pour ça qu'on n'est jamais à l'abri. Si quelqu'un fait un gros versement sur un PER pensant qu'il va déclarer, je dis une bêtise, 100 000 euros, sauf qu'en juin, juillet, il a un arrêt maladie ou une démission et qu'il gagne beaucoup moins d'argent, le versement sur le PER aura peut-être été moins rentable. Donc, concernant spécifiquement le produit du PER, j'ai tendance à conseiller d'attendre les Oui, parce que le versement, il peut intervenir dans les dernières minutes fiscales, on va dire. Qu'on verse au 1er janvier ou au 31 décembre, l'effet fiscal sera exactement le même. Donc, c'est pour ça que, d'un point de vue avancé de trésorerie, on a autant attendre la fin de l'année. On a beaucoup parlé d'assurance vie dans cet entretien sur le PER. On sait que l'assurance vie a un gros avantage fiscal en termes de succession. Qu'est-ce qu'il en est pour le PER? Parce que voilà, plan retraite. Alors voilà, je suis à la retraite, j'ai mon PER, il me permet de vivre, etc., etc. Je viens décéder. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent qui est encore de côté? En termes d'abattements fiscaux qui existent sur le PER, ils peuvent être rapprochés de ceux de l'assurance vie en termes de montant, mais avec un mécanisme différent. Autant l'assurance vie, les abattements sur la succession dépendent de l'âge à laquelle on a versé sur l'assurance vie. Là, concernant le PER, les abattements vont dépendre de l'âge du décès du titulaire du PER. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on ouvre un PER, on peut y nommer des bénéficiaires. On peut mettre qui on veut et autant qu'on veut. En général, on met les enfants. Si le titulaire du PER décède avant l'âge de 70 ans, chaque bénéficiaire va pouvoir bénéficier d'un abattement fiscal de 152 500 euros. Si la somme transmise dépasse ce montant, il y a un impôt de 20% et ensuite 31% au-delà de 852 000. Et si le titulaire décède après 70 ans, là, l'abattement, il est plus de 152 500 euros par bénéficiaire, mais il est de 30 500 euros pour l'ensemble des bénéficiaires. Donc, si on se place du côté des bénéficiaires... Il faut savoir mourir avant 80 ans, c'est ça? Avant 70 ans. Avant 70 ans, pardon. C'est plus intéressant que le titulaire décède avant 70 ans. On va pas convaincre beaucoup de clients. Ouais, on va pas convaincre beaucoup de clients. Bon, écoutez, voilà, on s'est dit pas mal de choses sur ce PER mis en musique par Yann de Florenne. Merci Yann d'être passé. Merci Cédric. Yann de Florenne et Modo Patrimoine qui nous accompagnent régulièrement dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.